toutes et à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. Je m'étais un petit peu emmêlé dans les pinceaux hier sur les 3 dernières actualités. Effectivement, c'était par rapport au rebond qu'il y avait eu en 2019 par rapport au breakout. Donc j'avais commenté dans les vidéos, donc n'hésitez pas à y retourner si vous avez eu une petite incompréhension, c'est de ma faute. J'ai pris beaucoup de news en fait pour essayer d'avoir une forme de chronologie. J'espère que ça vous a remis un petit peu dans le contexte et ça a permis de prendre du recul pour une grande majorité d'entre vous. Parce qu'en fait, on se retrouve dans des scénarios relativement identiques par rapport à ce qu'on avait vécu en réalité tout au long de l'année 2017, 2018 et 2019. Voilà, pour ça, on va parler Bitcoin aujourd'hui. Est-ce qu'on short dans une zone de rechargement d'achat court terme? La réponse est non, parce qu'en réalité, si on vient à shorter parce qu'on voit le prix qui baisse, c'est à ce moment-là nos émotions qui prennent le dessus par rapport à une action. Il y est aussi important quelque chose à rappeler. Ne vous sentez pas obligé d'agir sur le marché. Si vous êtes trader, partez du principe que vous ne prenez que des tout petits bouts en réalité de hausse ou de baisse, que vous soyez tendanciel, contre-tendance ou range trader. Ne vous sentez pas obligé toujours d'agir sur ce marché. Si vous êtes investisseur, c'est complètement différent. Vous attendez des confirmations, vous attendez potentiellement des structures et les structures ont été posées, que ce soit sur le S&P 500, le Nasdaq et ainsi que le Bitcoin et l'intégralité du market cap total au niveau des crypto-actifs. Donc on a des occasions dans des zones de rechargement d'achat long terme d'agir sur ce marché en tant qu'investisseur et de laisser courir pendant des mois, potentiellement des années, et prendre nos profits quand cela se montre. Mais ne vous sentez pas tout le temps obligé d'agir sur ce marché, puisque la plupart du temps, ce sont les émotions qui guident nos actions et non pas le marché qui vient à nous. On commence maintenant. Alors de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous avez dans l'onglet annonces toutes les actualités par rapport aux publications trimestrielles et semestrielles des entreprises, notamment de Wall Street. N'hésitez pas à aller faire un tout petit tour, onglet annonces. Vous y trouverez également dans l'onglet documentation une stratégie qui s'appelle la stratégie des 4 rois. C'est un petit PDF de 18 pages. N'hésitez pas à vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement. C'est une stratégie que j'applique depuis des années et m'offre d'excellents résultats, que ce soit sur le court, moyen, long terme ou très long terme. Personnellement, je suis plutôt moyen long terme. On avait fait ce tout petit exercice, c'était dans l'après-midi. On arrive dans une zone de rechargement d'achat court terme, au même titre que ici, et puis ça n'a pas été, entre guillemets, des mauvaises actions pour pouvoir agir, pour suivre la tendance, puisque jusqu'à preuve du contraire, la dynamique tendancielle court terme est haussière. On va tout simplement chercher des creux pour aller chercher de nouveaux sommets. C'est ça qu'on voit. Après, ce que l'on croit par rapport à tout ce qu'on peut lire, tout ce qu'on peut avoir comme notification sur notre téléphone portable ou ce qu'on peut lire dans nos médias traditionnels ou plutôt spécialisés, eh ben, ce ne sont que malheureusement du FUD ou en tout cas ne font que jouer sur nos émotions. Ça, c'est super important. Donc, on joue plutôt ce qu'on voit et non pas ce qu'on croit. Ce que je vois, c'est que c'est relativement haussier. Pourquoi ? Parce qu'on ne vient pas travailler les précédents lots. Alors oui, il y a une réintégration de range, on attend des résultats. Il y a le FOMC tout à l'heure, donc on sera extrêmement vigilant par rapport à l'augmentation des taux de la Fed. Le consensus s'accorde à 3 analystes sur 4 aux alentours des 0,75%, donc c'est 0,75, sur des taux directeurs à 10 ans entre 2,25 et 2,50. Je rappelle aussi que c'est considéré pour les analystes et les économistes comme un taux neutre. Ça veut dire qu'on rentrerait dans un taux neutre, ce qui signifie qu'on ne serait plus, entre guillemets, favorable à de l'argent entre guillemets facile ou à de la liquidité entre guillemets facile. Ça ne soutiendrait plus de façon globale l'économie américaine sur des taux entre 2,25 et 2,50. Voilà, donc c'est juste en fait pour remettre les choses dans leur contexte. Au-dessus, ça ralentirait, potentiellement on rentrerait dans une récession. Donc ça, c'est les chiffres de l'inflation qui nous le donnera d'ici une quinzaine de jours, notamment au niveau du CPI. Il y a des contractions sur plusieurs secteurs. On a des envolées, des nouvelles envolées par rapport au gaz vis-à-vis de Gazprom qui baisse encore à 33 000 tonnes, mètres cubes, 33 millions de mètres cubes de gaz par rapport à l'Europe, donc ça cristallise un peu les marchés, beaucoup d'incertitudes, donc on sanctionne bien évidemment. Néanmoins, il y a pas mal de résultats qui sortent, notamment sur Google, quasi dans les attentes. Qu'est-ce qu'on fait quand c'est quasi dans les attentes ? Alors c'est quasi dans les attentes, voire un tout petit peu inférieur aux attentes, mais vraiment à très peu de choses près, ça se parle en tout petit pourcentage, pardon. C'est pas ça que je voulais aller, c'est Google, Alphabet. Google, coucou. Voilà, juste ici, Nasdaq. Et bon, range, hein, tout simplement. Haut de range, bas de range. On est en train de cristalliser jusqu'à preuve du contraire. On est proche, on se rapproche tout doucement d'un premier arrêt. Juste à preuve du contraire, le marché sanctionne un tout petit peu parce que lorsqu'on est dans les attentes, voire quasi dans les attentes, voire un petit peu au-dessus, le marché n'est pas surpris et non pas surpris positivement. Donc pas de directionnel de prix, bien évidemment. On cristallise en cette fin de mois
du mois de juillet, donc bas de range, haut de range. Jusqu'à preuve du contraire, on achète les bas de range pour revendre les hauts de range. On a des objectifs de prix aux alentours des 145$ par rapport à la fin de l'année 2022, par rapport à certains analystes. On les suit pas, mais techniquement, ça reste rangy là-dessus. On a d'autres informations comme par exemple Microsoft, qui était lui pour sa part un petit peu en dessous des attentes, notamment par rapport à des ventes de hardware, donc leur ordinateur un petit peu contracté par rapport à des ventes, à l'inflation, donc un petit peu moins de ventes sur les ordinateurs, et surtout aussi impacté par le taux de change au niveau du Microsoft. Que fait le marché? C'est toujours pareil, hein. Vous connaissez l'histoire, ça retrace très, très, très légèrement. On est toujours dans une toute petite dynamique tendancielle baissière, jusqu'à preuve du contraire. C'est pas haussier, en fait. Microsoft, on a bien des structures en M-top, en weekly. On est en train de travailler sous résistance, jusqu'à preuve du contraire. La direction la plus probable, si on continue, entre guillemets, ce marché baissier, c'est d'aller toujours plus bas, parce que il faut suivre la tendance. Et la tendance, c'est notre ami Microsoft a une tendance baissière, jusqu'à preuve du contraire. Donc soyez extrêmement vigilants si vous êtes exposé, voire peut-être surexposé sur Microsoft, juste en dessous des attentes, mais pas dingo, bien évidemment. Amazon, ce sera demain. On peut y aller très rapidement au niveau d'Amazon. On a des objectifs, c'est très intéressant par rapport à Amazon, aux alentours des 180, 185, un petit peu comme Google, comme Apple, pardon. Je trouvais ça intéressant d'en reparler. Je rappelle, et je l'ai rappelé hier, que Amazon avait augmenté de 43% son offre Prime. Donc c'est Prime Vidéo, les colis gratuits en 24 heures, etc. Enfin, la livraison gratuite en 24 heures, ou 48 heures avec Chronopost, notamment si vous êtes résident français. Donc c'est souvent induit comme on n'aura pas des très bons résultats, on ne sera pas au-dessus des attentes, mais en fait on vous explique qu'on met en place d'ores et déjà des choses pour pouvoir calmer un petit peu les ardeurs du marché. Ça a été très légèrement sanctionné, mais on reste au milieu de notre range, bas de range, haut de range. On reste rangy au niveau de nos valeurs technologiques jusqu'à preuve du contraire. Spotify, pareil, ce sera demain. Shopify. Ça c'est un petit peu plus compliqué puisqu'ils viennent d'annoncer en fait avoir licencié 1000 personnes, c'est 10% de leur effectif. Ça sanctionne un petit peu dur, donc très en dessous des attentes jusqu'à preuve du contraire. Donc ce sera demain au niveau des résultats. Ils pensaient qu'au niveau du Covid, ils allaient continuer entre guillemets à avoir beaucoup de petites PME, TPE partout dans le monde à se mettre sur Internet pour pouvoir augmenter leur chiffre d'affaires. Donc c'était une belle histoire, le narratif était excellent. Sanctions extrêmement fortes et malheureusement il n'y a pas de relent haussier par rapport à l'adhésion au niveau de Shopify. Le marché sanctionne, on est vraiment sur une très bonne zone de rechargement d'achat, donc il faudra attendre, alors pas forcément le pire, pas forcément des retours de la variole, au retour du Covid, etc. Mais l'idée c'est d'avoir une vraie construction et attendre des structures si vous voulez encadrer un investissement. Là-dedans, je finis juste par rapport à des investissements 2. Atos, vous vous rappelez, on en avait parlé il y a quelques temps au niveau d'Atos, je voulais éventuellement prendre un investissement 2, j'ai pas pris d'investissement 2, pourquoi? Parce que c'est baissier, pas de structure, on était en train de casser les précédents lots historiques depuis 2008, et ça continue de baisser, on était passé sous les 10$ au niveau d'Atos, donc malheureusement on ne peut pas acheter ça. Voilà, on pouvait encadrer un investissement 2 là-dedans, mais je suis en weekly, jusqu'à preuve du contraire, j'ai aucune structure, le marché sanctionne tout de suite, quoi. Donc oui, il y a des raballements haussiers, on vient de prendre 10%, etc., mais c'est pas bullish l'histoire. Donc si vous voulez éventuellement encadrer de l'investissement sur Atos, parce que ça vous intéresse, parce qu'on peut penser que Atos est en solde, un petit peu comme plein de cryptos, mais malheureusement, la dynamique n'est pas en faveur des investisseurs ou des traders, en tout cas c'est baissier. Donc attendez bien des vraies constructions, comme ce qu'on est en train d'observer finalement sur Bitcoin, sur Ethereum, ou sur le S&P 500 d'un point de vue plus global. On reprend par rapport à Deezer. J'ai vu une petite news comme ça, son PDG prenait $500 000 par an. Je trouvais ça intéressant. C'est pas tant que ça finalement. Donc c'est une boîte aujourd'hui qui est valorisée aux alentours des 450 millions de dollars. C'était une licorne avant l'introduction, c'est plus une licorne après l'introduction. Je vais passer en 4 heures parce qu'il y a très très peu entre guillemets d'historique. Mais on peut malheureusement, même si on pense que c'est ultra intéressant d'acheter du Deezer, donc je surveille un Deezer, il n'y a aucun problème avec ça. On avait déjà perdu 45% de sa valorisation. Attendez bien des structures et des constructions. Attendez que, entre guillemets, les gros portefeuilles aient vidé, entre guillemets, et déchargé leur bague pour pouvoir acheter beaucoup plus bas. Et on voit que ça continue à se déprécier de façon assez poussive. Attendez bien des structures si ça vous intéresse. C'est pas parce que ça fait moins 60% que c'est les soldes. Partez du principe que ça peut reperdre encore 30 ou 40% sans aucun problème au niveau de ces actions-là, notamment côté sur Euronext Paris. Voilà pour ça. On commence sur Bitcoin, parce qu'il y a des choses qui sont très intéressantes quand même. Sur Bitcoin, je vais passer sur Ichimoku Kinkoyo par rapport à des tout petits objectifs de prix. J'aime bien vous montrer ça de temps en temps, je vais passer en daily.
Donc je voulais pas voir en fait une clôture en daily et une acceptation en dessous de notre Kinjun juste ici. Néanmoins, est-ce qu'on peut revoir un ravalement haussier? Si on vient avoir un ravalement haussier, un petit excès haussier, pourquoi pas, on aurait un objectif Tenkan et SSA juste ici, au niveau des 22 500 $. Après, malheureusement, c'est ici qu'on prend une décision. Si on est bloqué, comme beaucoup en réalité, qu'on potentiellement acheter ce breakout, ou éventuellement acheter le pullback, donc on est un petit peu coincé, ce serait peut-être intéressant, pourquoi pas, d'alléger ou soulager notre position aux alentours des 22 500 $, parce que ce sera défendu, hein. Ne nous y trompons pas, hein, ce sera défendu. Malgré qu'on ait bien sûr les structures. Notre Chikuspat est au-dessus du prix, on pourrait potentiellement traverser, transpercer notre Kinjun, mais ça reste baissier quand même dans une rhétorique de fond. On est en train de construire quelque chose actuellement sur Bitcoin, mais jusqu'à preuve du contraire, c'est pas très bullish ce qu'on est en train de voir. Par contre, des rebonds haussiers, aucun problème. Et si bonne nouvelle, peut-être qu'on serait surpris par le FOMC, peut-être qu'on serait surpris pour quelques résultats entre guillemets d'entreprise, et puis que S&P 500 voudra pourquoi pas faire sa respiration de l'été, et Ali est proche pour le coup de pouvoir la confirmer. Si je reprends sur le S&P 500, c'est clairement des objectifs au niveau du premier arrêt sur une respiration, c'était les 4114 points, rappelez-vous, et vous avez potentiellement un objectif de AB égale CD, ou 1 pour 1 au niveau du ratio du 1 pour 1, à 4200 points jusqu'au-dessus de ces liquidités. Ce que je voulais quand même vous montrer, et ce qui est super important, je pense, au niveau de Bitcoin, on a tendance à dire où sont les poches de liquidité. Je vais passer sur Bybit, on le verra bien, ça se voit aussi très très bien sur Binance ou sur d'autres. Perpétuel contrat Bybit, voilà, juste ici. Je vais passer en weekly parce qu'on a du mal à avoir en fait les zones de liquidité. Ici on a de la liquidité, ici on a de la liquidité, ici on a de la liquidité, ici aussi on a de la liquidité, donc pourquoi on vient pas là? En réalité, passez toujours sur une time frame supérieure, vous allez voir des choses qui sont complètement différentes. En réalité, on va partir, on va zoomer là-dedans, et vous allez voir quelque chose de très intéressant. Je vais tout effacer, ça sert à rien de le conserver. Et vous voyez juste ici, par rapport à une précédente structure en weekly, juste là, on est bien venu chercher une toute petite poche de liquidité. Ok, elle était ici, la poche de liquidité. Elle est prise hier, dans la soirée, me semble-t-il, ou hier dans la journée, et derrière, on ravale. Ok, donc c'est très bien ce qu'on est en train d'observer. Par contre, vous avez raison, si on passe en délit, on ne voit pas exactement la même chose, parce qu'on pourrait penser qu'elles sont peut-être ici, les prises de liquidité, voire ici, voire ici, voire ici. Alors oui, il y en a, bien évidemment, mais partez du principe que la grande majorité des liquidités qui étaient positionnées par rapport à un trade potentiellement haussier sur un breakout, se positionnent généralement sur des bougies de time frame supérieures. Donc ici, et ensuite, ici. Sauf que, par rapport à ce qu'on est en train d'observer, elle a déjà été prise ici, la petite poche de liquidité, par rapport à cette bougie ici. Vous comprenez un petit peu les enjeux des prises de liquidité. Donc jusqu'à preuve du contraire, qu'est-ce que je m'attends moi personnellement, malgré que je vois quand même pas mal de mes confrères qui sont plutôt baissiers. C'est relativement mitigé, je pense qu'on est toujours dans cette respiration d'été, hein. Mais techniquement, pour moi, c'est bon, la poche de liquidité a été prise, et on n'a pas de grand intérêt à aller venir chercher ici avant de faire potentiellement une petite respiration d'été sur un premier arrêt. On avait les objectifs, les fameux 25 000 $, et ensuite vous avez les 26 600 $, et après target Damer 33 000 $, et target Goldman Sachs 38 000 $, et puis si plus si affinité. Mais voilà, là en tout cas si vous vous attendiez à une poche de liquidité, une capture de liquidité, elle a été faite en réalité. Ok, donc elle n'est plus nécessairement à attendre. Ok. Et si on commence à se déprécier et continuer à aller, là on aura peut-être un signal comme quoi ça devrait peut-être aller un peu plus bas. Mais soyez extrêmement vigilants à ça. On ne shorte pas, et c'était un petit peu le thème de la vidéo, ne shortez pas dans des zones de rechargement d'achat court terme. Parce que jusqu'à preuve du contraire, le Bitcoin adore faire ça, quoi. C'est aucun souci, hein. Hop, on prend les creux, on prend les creux, on prend les creux, toujours plus haut que les précédents, et les sommets toujours plus haut que les précédents. On est bien dans une dynamique tendancielle haussière. Ne pensez pas shorter là-dedans, hein. Faites très attention à ça. Et de toute manière, vous avez souvent des toutes petites respirations de marché. Et je ne dis pas que ça va nécessairement aller plus haut, etc., et aller chercher nos targets. Je ne dis pas complètement ça. Mais juste au niveau du risque-récompense, il est plus bon en réalité parce que votre stop, vous le mettez là. Ouais, au même titre que si vous aviez shorté ici, votre stop, vous le mettez là, c'est pris. Au même titre que si vous aviez shorté ici, votre stop, vous le mettez là, et c'est pris. Vous voyez ce que je veux dire? Donc les risques-récompenses ne sont plus à la faveur actuellement des vendeurs à découvert. Voilà, pour ça. Je reprends juste très rapidement par rapport à Coinalyse. On a une toute petite dépression, c'est très léger au niveau du ratio long short. On a quand même une toute petite appréciation au niveau du CVD spot, donc c'est plutôt ce qu'on voudrait observer. Je trouve ça intéressant.
On a des fundings qui sont relativement négatifs ici et ici sur Binance, c'est relativement rare. Donc peut-être qu'on pourrait aller chercher des clusters de liquidité plus hauts. On peut aller faire un tout petit tour très rapide au niveau de nos options, toujours sur les 23 000 $. Et je fais une toute petite réciprocité par rapport à Ethereum, parce qu'on a un max paying price à 1400 $ par rapport à Ethereum. C'est très intéressant d'observer que le cours s'est garé exactement sur les 1400 $ hier. On a une bougie de ravalement sur Ethereum, c'est très bien, il n'y a aucun problème avec ça. Le petit rebond haussier, au même titre que Bitcoin. Est-ce que Bitcoin lead sur du très court terme Ethereum? Mais c'est vraiment des toutes petites time frames. Mais voilà, max paying price, c'est 1400 $ pour Ethereum, 23 000 $ pour Bitcoin. On peut avoir une fourchette entre 1000, 1500, 2000 $. Donc actuellement, on est plutôt bien dans le max paying price. On n'est pas dans les enfers, mais on n'est pas non plus sur de nouveaux plus hauts. Évidemment, ça c'était super important. On finit juste quelque chose. Oui, juste ça, et puis après je finirai sur au niveau de Binance. C'est pas ça que je voulais vous montrer. Voilà, c'est juste là. Éventuellement, vous aurez une porte de sortie, comme ça je vous donne des portes de sortie potentielles. Les gens qui longuent là-dedans, vous vous rappelez, on en avait parlé dans la vidéo d'hier, qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient longue juste sur cette bougie ici, aux alentours des 21 500 $ jusqu'aux 22 000 à peu près dollars. Donc partez du principe que ici il y a des personnes qui sont coincées. Et généralement on va chercher les copains. Donc partez du principe que ici, si vous êtes vraiment coincé et que vous ne supportez pas votre longue actuellement, si vous l'avez pris même un tout petit peu haut, etc., partez du principe que vous aurez potentiellement une porte de sortie aux alentours des 22 000 $, 21 900 $, et ça ferait potentiellement sortir ces gens-là. Et on le verra au niveau de l'open interest. Si vous observez ça, comme ça, hop, comme ceci, ça veut dire qu'ils sont sortis. Et je pense qu'ils sont en train de pousser le prix pour pouvoir sortir. Voilà. Donc on sera extrêmement vigilant lorsqu'on arrivera aux alentours des 22 000 $. Ok. Et après vous avez des plus hauts et vous avez des poches de liquidité, notamment de short. On les voyait très très bien au niveau d'Ethereum. On le partage très souvent sur le Discord. Venez, si vous n'avez pas le fil d'actualité, on peut le remettre. Au niveau du fil, c'est le cluster de Kingfisher. Vous aviez des gros clusters ici au niveau d'Ethereum. Vous en avez aussi sur Bitcoin, bien évidemment. Donc il y a beaucoup de vendeurs à découvert et potentiellement qu'on ira les chercher. Ne jetez pas l'eau avec le bébé trop tôt par rapport à Bitcoin. On est bien dans une dynamique tendancielle haussière extrêmement court terme. Je finis juste avec quelques petites annonces, quelques petites choses. Je trouvais ça intéressant, ça impact. Ok, ça c'était les news que j'avais récupérées. Coinbase dans le collimateur, il perd 30% Coinbase depuis le début de la semaine par rapport à la SEC. Donc vous voyez, c'est des redondances par rapport à la vidéo d'hier. La SEC est tout le temps et toujours sur le dos des entreprises crypto US. Voilà, donc c'est, oui, du FUD. Il y avait aussi des petits soucis au niveau de délits d'initiés, etc. Donc le marché n'aime pas trop ça, surtout que le marché des cryptos, dans sa globalité, est relativement en berne. Malheureusement, c'est pas propice pour Coinbase. Et si vous voulez encadrer de l'investissement sur Coinbase, c'est pas complètement délirant. Par contre, attendez potentiellement des structures, parce qu'on n'en avait pas en réalité des structures sur Coinbase en weekly. Ici, je me mets en weekly. Quoique si, je crois qu'on l'avait en fait finalement. La structure était donnée, on va vérifier ça ensemble. Hop. Absolument. Absolument que oui. Ici, on avait fait une toute petite chasse à la liquidité juste là. Donc on avait bien une première structure investissement, donc complètement validée pour un investissement sur Coinbase. Donc la structure est donnée, on vient chercher une zone de rechargement d'achat court terme, donc j'ai dit une bêtise. Donc potentiellement, on pourrait avoir ce petit rallye, on va le regarder ensemble. Hop, on passe 0,618 et voilà, 0,86. Soyez attentifs, mais on pourrait avoir un petit rebond haussier. Juste une prise de liquidité, toujours pareil, en dessous des précédentes structures, précédentes doji, pardon. Et puis derrière, potentiellement un rebond haussier. Le marché nous guidera tranquillement. Juste un petit truc, je trouvais ça très intéressant. Oui, ça c'était un peu un FUD. Apple achète de l'or issu des mines illégales et destructrices. Il y a apparemment une enquête là-dessus par rapport à l'Amérique du Sud vis-à-vis de Apple. La faute à l'iPhone, entre parenthèses. C'est pas des grosses news, entre guillemets, qui peuvent impacter de façon macroéconomique l'entreprise Apple. Mais bon, avant des résultats, c'est jamais très très bon. C'est passé le 27 juillet. Ils choisissent bien, entre guillemets, leur jour pour pouvoir annoncer ça. Le titre se replie, leur abaisse les cibles. Ah oui, c'est ça. Je trouvais ça très intéressant. Je voulais vous lire ça parce que c'est tellement fort d'enseignement. Apple a pris le chemin de la baisse mardi à la bourse de New York. Le titre Géant Technologies étant pénalisé par une note de la Bank of America qui a revisé à la baisse son objectif de cours sur la valeur. Donc on abaisse l'objectif de cours. Dans une note de recherche, intermédiaire financier déclare s'attendre à des résultats trimestriels légèrement supérieurs au consensus à l'occasion de la publication prévue jeudi soir, mais des performances bien moins bonnes que prévues pour le trimestre qui se clôturera fin septembre. En somme, ils avaient annoncé Apple, et ils le font tous, des objectifs
pour donner de la visibilité au marché. Donc là, on sera en dessous des objectifs visés par Apple par rapport à 6 ou 7 mois en arrière. Par contre, on sera juste au-dessus du consensus, donc de façon court terme par rapport aux analystes et aux opérateurs de marché. L'analyste explique qu'Apple devrait être défavorisé par le récent renchérissement du dollar, donc attention au niveau des risques de change, mais aussi par les conséquences de la pression inflationniste. En somme, c'est pas très bon ce qu'il est en train de nous dire. Donc, Bank of America abaisse en conséquence son objectif du titre à 200 à 185 $, donc c'est quasiment les nouveaux plus hauts, tout en réitérant sa recommandation d'achat. Donc tout va mal sur Apple, mais achetez. C'est grosso modo ce qu'ils sont en train de dire. Donc je trouvais ça très intéressant. Près d'une heure après l'ouverture, Apple accuse un petit repli de 0,7. Voilà, donc c'est à peu près les analyses qu'on peut avoir. C'est dans les mêmes phrases, vous avez tout et leur contraire. C'est baissier, en dessous du consensus par rapport aux résultats, enfin légèrement au-dessus du consensus, voire dans le consensus, mais inférieur par rapport aux attentes de ce qui avait été donné par Apple. Et derrière, on abaisse notre note du titre 200 à 185 $, potentiel de gain 20%, donc on reste acheteur. Intéressant. Et vous avez ici au niveau des consensus, et je trouvais ça intéressant sur Boursorama, acheter 27, renforcer 5, conserver 10, un seul pour alléger les portefeuilles de Apple, et vendre 0. Ensemble, le consensus, les analystes, les économistes, les opérateurs de marché qui font en réalité, vous avez la liste des cabinets d'analystes et ont suivi la valeur au moins une fois dans l'année juste ici, vous avez en fait toutes celles et ceux qui ont potentiellement voté, et partez du principe que sur des nouveaux paradigmes, même la majorité des opérateurs sont haussiers. Alors que beaucoup en fait s'accordent, et je sais qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui s'accordent à dire que Apple est complètement dans le délire en réalité. C'est du délire infini Apple. N'achetez pas ce truc, c'est beaucoup trop haut. Et en réalité, beaucoup d'opérateurs vous disent si vous pouvez acheter sans aucun problème. Mais c'est pas évident en réalité d'acheter. Et d'ailleurs, vous avez un petit retour, vous savez, les ratios de 1 pour 1 par rapport à Apple, je pense qu'on n'est pas très loin des 0,50. Et généralement, on arrive sur un broc là. Hop, 0,50, on va le garder. Poung, pile ici 0,50. Les marchés traditionnels aiment bien alors ce n'est pas un retracement Fibonacci, je le rappelle. Je finis juste la vidéo, vous vous rappelez qu'on avait annoncé ça il y a quelques semaines maintenant, Binance arrête les contrats futurs, donc je sais que vous êtes nombreux à vouloir entre guillemets hedger votre portefeuille d'investissement, essayer de suivre au maximum la stratégie des 4 rois. Je sais qu'on est aussi nombreux à avoir protégé notre portefeuille d'investissement aux alentours des 30 000 $, et malheureusement à partir sur Binance personnellement, et malheureusement on ne pourra plus entre guillemets, utiliser les contrats futurs et les produits dérivés contrats futurs, earn, staking, etc. sur Binance en France à partir du 2 août. Donc pour ce faire, et comme je suis obligé moi personnellement de protéger mon portefeuille d'investissement, je passe en fait cette mécanique directement sur Bybit. Donc si vous utilisez les contrats futurs, alors j'avais eu quelques informations, remettez-les-moi dans les commentaires si jamais c'est plus d'actualité, mais j'ai essayé de chercher les informations de certains membres et j'ai pas trouvé, donc je pense que ça va s'arrêter. Donc vous avez deux possibilités, soit vous rajoutez entre guillemets à votre short ou vous ajoutez directement à votre position, mais vous ne pourrez plus le faire à partir du 2 août. En somme, si vous êtes en long depuis les bottoms, depuis les 17 600 $, et que vous y touchez pas, ça va pas être clôturé, mais vous pourrez, et si vous la clôturez, vous ne pourrez plus la rajouter. Donc vous ne pourrez plus rajouter à votre short ou vous ne pourrez plus rajouter à votre long. Voilà, donc c'est absolument pas un conseil d'investissement, juste une information. Allemagne, Italie, Pays-Bas, France, par rapport à l'agrément PSAN, ils se conforment à la législation et à la réglementation en vigueur, notamment en France. Donc je parle bien sûr pour les Français, les Allemands, les Italiens et tout ce qui est Pays-Bas. Bon, à vous de voir. Sachez aussi que vous avez la possibilité de profiter de 50 $ de bonus sur les contrats futurs sur Bybit, parce que c'est encore possible, et je suis partenaire, personnellement, Bybit, donc profitez-en, le lien dans la description. C'était juste par rapport au fait qu'on ne pourra malheureusement plus hedger notre portefeuille sur les contrats futurs, parce que c'est faible prix, faible coût, faible fait. Si vous utilisez d'autres mécanismes comme les options, etc., libre à vous, bien évidemment. Moi, je couvre sur des... Et d'ailleurs, Bybit propose les taux de financement négatifs. Donc c'est aussi une très bonne occasion d'aller s'y essayer avec les petits 50 $ offerts. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et c'est valable à partir de 15 $. Vous pouvez aller chercher les 50 $ à partir de 15 $. Et vous pouvez faire aussi des transferts de crypto à crypto, donc BTC vers BTC, ou moi j'utilise beaucoup USDT, ERC20 pour envoyer sur Bybit, de Binance à Bybit, ou de Bitpanda à Bybit, parce que j'ai aussi Bitpanda pour pas mal de petites actions, j'ai des gyros, mais ça marche moins bien. Bon bref, c'est pas très grave. Donc dans l'idée, ça fonctionne super bien. Pensez également que le live vendredi, il y aura 10 clés Ledger à gagner. Je vous souhaite une excellente journée, à bientôt.